Salut à tous, aujourd'hui on va parler de The Brutalist réalisé par Brady Corbett. Au casting on retrouve Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Rafe Cassidy, Ariane Labed, Stacy Martin et Alessandro Nivola. Ce film ambitieux explore la reconstruction d'un architecte juif hongrois après la guerre et la désillusion du rêve américain. Une fresque monumentale, mais est-ce une œuvre majeure ou un excès d'ambition? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Après avoir fui l'Europe d'après-guerre, l'architecte juif hongrois László Tos débarque en Amérique avec sa femme Erzsébet pour reconstruire leur vie. Repéré par un puissant industriel, Harrison Lee Van Buren, il se voit offrir l'opportunité de bâtir une œuvre architecturale majeure. Mais derrière cette chance inespérée se cache une emprise toxique qui va peu à peu enfermer László dans une spirale infernale. Sur 3 décennies, The Brutalist raconte le combat d'un homme face à l'oppression du capitalisme, le poids de la mémoire et la destruction progressive du rêve américain. Avec The Brutalist, Brady Corbett signe une fresque ambitieuse qui déconstruit le rêve américain à travers le regard d'un architecte hanté par son passé. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'ampleur narrative du film qui s'étale sur 3 décennies pour explorer le destin d'un homme tiraillé entre ambition, mémoire et oppression. J'ai trouvé que le scénario était à la fois intime et politique, jouant sur plusieurs niveaux de lecture. László Tos, interprété par Adrien Brody, est bien plus qu'un simple architecte. Il incarne le survivant, l'exilé et le créateur broyé par un système qui prétend lui offrir une nouvelle chance. Son arrivée en Amérique, marquée par une statue de la liberté filmée à l'envers, donne tout de suite le ton. Ce pays, censé être une terre de liberté, va progressivement devenir sa prison. Le film développe une critique subtile mais implacable du capitalisme à travers la relation entre László et son mécène Harrison Lee Van Buren, joué par un Guy Pearce glaçant. Cette dynamique m'a rappelé celle d'un pacte faustien. László vend son talent en échange de la reconnaissance, mais il réalise trop tard qu'il est devenu un esclave de son propre succès. L'obsession de Van Buren pour son œuvre, son besoin de la posséder et de la contrôler, révèle un rapport de domination pernicieux qui s'étend bien au-delà du simple monde de l'architecture. L'écriture du film est marquée par un jeu constant entre la mémoire et l'oubli. László est un rescapé de la Shoah, mais son passé est évoqué par bribes, souvent à travers des silences et des ellipses brutales. J'ai aimé la manière dont Corbett ne tombe pas dans le piège du flashback explicatif. Ici, le trauma est sous-entendu, fragmenté, comme s'il faisait partie intégrante de la personnalité du personnage sans jamais être directement nommé. Cette approche renforce l'idée que l'Amérique, en accueillant ses immigrés talentueux, ne leur offre pas un refuge, mais exige d'eux qu'ils effacent leur passé pour mieux servir le présent. Le film adopte une structure narrative ample, parfois déconstruite, ce qui peut être déroutant. Les ellipses violentes entre les différentes époques plongent le spectateur dans un sentiment de vertige, à l'image du protagoniste pris au piège d'une ascension qui se transforme en descente aux enfers. J'ai trouvé que la construction progressive du chantier architectural de László était une métaphore brillante de son enfermement mental. Plus son travail prend forme, plus il se sent piégé. Dans la deuxième moitié du film, le scénario devient plus frontal dans son discours. Il met en lumière le rejet des immigrés, le racisme systémique et l'hypocrisie du rêve américain qui vend une illusion d'intégration alors qu'il repose sur des structures profondément inégalitaires. Ce basculement vers une critique plus explicite peut diviser. Certains y verront une progression logique, d'autres un discours trop démonstratif. Personnellement, j'ai trouvé que cette radicalité était nécessaire pour conclure l'histoire avec force. Si The Brutalist brille par sa critique acerbe du capitalisme américain et de l'exploitation des immigrés, son traitement du sujet d'Israël soulève des questions. J'ai trouvé qu'il était frappant de voir à quel point le film démonte méthodiquement l'hypocrisie du rêve américain, mettant en lumière ses contradictions profondes, un pays qui se vante d'accueillir les talents du monde entier, tout en les broyant sous des structures de pouvoir rigides et dominatrices. Là où The Brutalist pose un vrai regard critique sur l'assimilation forcée des immigrés et la manière dont l'Amérique
leur impose une amnésie de leur passé pour mieux les exploiter, il semble adopter une posture bien plus complaisante lorsqu'il évoque Israël. Le film laisse entendre que la véritable issue pour Laszlo serait de partir en Israël, sans jamais remettre en question ce choix ou l'opposer à d'autres perspectives. J'ai trouvé cela troublant pour deux raisons. Le film évite totalement d'évoquer les complexités du contexte israélo-palestinien. Dans un film aussi politique et critique qui démonte la façade du rêve américain, il est étonnant de voir Israël présenté comme un refuge idéal sans aucune remise en question. Le simple fait que le mot Palestine ne soit jamais mentionné alors que le film aborde des thématiques d'oppression et d'exil m'a semblé un silence révélateur. En deux, l'idée d'Israël comme seule destination possible est problématique. L'une des phrases clés du film, l'important n'est pas le voyage, c'est la destination, m'a paru étrange dans ce contexte. Le film semble suggérer qu'après son expérience désastreuse en Amérique, Laszlo trouverait enfin un endroit où il pourrait être libre et créer. Mais Israël, en tant que nation construite après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de tensions géopolitiques majeures, n'est pas un territoire neutre. Le film ne questionne jamais les réalités politiques du pays et laisse entendre qu'il s'agit d'un simple refuge pour les juifs ayant souffert en Occident. Dans un film qui dépeint avec autant de détails les mécanismes de domination et d'exploitation, cette absence de regard critique sur Israël crée un déséquilibre évident, d'autant plus que The Brutalist se veut une œuvre qui interroge la mémoire, l'héritage et les constructions idéologiques. Ne pas appliquer la même grille d'analyse à Israël alors que le film est si précis sur l'Amérique et son hypocrisie m'a semblé une omission étrange, voire gênante. Dès les premières images, Brady Corbett impose une mise en scène puissante, millimétrée et profondément architecturale. Il ne se contente pas de raconter une histoire, il la sculpte, la construit comme un édifice brutaliste avec une précision fascinante et une vision visuelle implacable. J'ai été immédiatement frappé par la manière dont la réalisation épouse la psyché de Laszlo Toss. Tout dans la mise en scène respire la rigueur, l'enfermement et l'oppression à l'image du courant architectural qui donne son titre au film. Chaque plan est composé avec une symétrie presque écrasante, chaque cadre semble structuré comme un bloc de béton sans échappatoire. On ressent physiquement le poids du destin du personnage enfermé dans son propre génie comme dans une structure de béton armé. Le choix du format 35 mm et du VistaVision donne au film une texture granuleuse qui accentue l'idée d'un temps figé, presque irréel. Les couleurs sont désaturées, les contrastes forts et la photographie d'Edward Larkman, déjà connu pour son travail sur Carol, sublime chaque image avec une approche presque picturale. J'ai trouvé particulièrement saisissante l'utilisation de la verticalité dans la composition des plans. Corbett joue sur l'échelle et la grandeur des bâtiments pour écraser ses personnages, comme si ces structures qu'ils construisent ou habitent finissent par les broyer. Le gigantisme des décors, la froideur des espaces, les lignes droites omniprésentes, tout participe à ce sentiment d'oppression et d'isolement. Les décors eux-mêmes sont pensés comme des personnages à part entière. J'ai été marqué par les séquences dans les carrières de marbre de Carrare où la lumière blanche et aveuglante renvoie à une pureté presque sacrée en contraste total avec l'environnement urbain oppressant du reste du film. Ces lieux ne sont jamais neutres, ils incarnent l'état d'esprit des personnages, leur espoir et leur prison. L'un des aspects qui m'a le plus frappé, c'est la structure éclatée du film. Le montage opère des ellipses brutales, des sauts temporels abrupts, créant un sentiment de vertige qui épouse parfaitement la trajectoire de Laszlo. Ce choix narratif peut être déstabilisant, mais j'ai trouvé qu'il renforçait l'impression de mémoire fragmentée, de passé refoulé, de destin incontrôlable, comme si chaque moment de lucidité du personnage était immédiatement balayé par une nouvelle étape de sa descente aux enfers. Parfois le film prend son temps, laissant des plans fixes s'étirer pour capturer la solitude et le désespoir du personnage. Puis, soudainement, il accélère, compressant des années en quelques secondes. Cette rythmique déroutante donne au film un souffle singulier, on ne sait jamais vraiment où il va nous emmener. Là où la mise en scène est ultra maîtrisée, le sound design joue un rôle tout aussi fondamental. Chaque bruit semble amplifié. Le souffle du vent contre le béton, le son des pas dans des couloirs vides, le martèlement des machines de chantier. J'ai adoré la façon dont Brady Corbett utilise le silence. Certains passages sont presque mutiques, laissant le spectateur seul face à des images fortes avant qu'un son brutal ou une montée musicale ne vienne briser cette tranquillité apparente. Malgré la puissance de la réalisation, j'ai trouvé que certaines séquences tombaient dans un excès de maniérisme. Par moments, Corbett semble tellement préoccupé par l'esthétique qu'il en oublie le ressenti émotionnel immédiat.
Certains plans sont sublimes, mais paraissent étouffés par leur propre ambition, comme si tout devait être parfaitement structuré, au détriment d'une spontanéité qui aurait pu renforcer l'impact émotionnel. De même, certaines scènes sursymbolisent le propos, notamment avec des jeux de miroir ou des surimpressions un peu trop appuyées. À force de vouloir tout traduire visuellement, le film peut parfois donner l'impression qu'il explique son propre concept au spectateur. Au niveau du casting, dès les premières minutes, Adrien Brody s'efface totalement derrière son personnage Laszlo Toth. Il porte le film sur ses épaules avec une intensité rare, traduisant parfaitement la complexité et la douleur de cet homme hanté par son passé. Son jeu est tout en retenue, souvent basé sur des silences lourds de sens, des regards fuyants, une posture rigide qui en dit long sur son enfermement intérieur. On sent que chaque geste, chaque mot est pesé, comme si Laszlo se débattait en permanence avec le poids de ses décisions. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est son évolution physique au fil du film. Brody change progressivement, devenant plus voûté, plus fatigué, comme si les années et les désillusions pesaient littéralement sur son corps. Il a cette capacité à exprimer un abîme intérieur sans surjouer, ce qui rend son interprétation encore plus percutante. C'est clairement l'un de ses rôles les plus marquants depuis Le Pianiste. Dans le rôle d'Elizabeth Toth, la femme de Laszlo, Felicity Jones livre une performance tout en nuances, à la fois douce et puissante. Son personnage aurait pu être éclipsé par la trajectoire tragique de Laszlo, mais elle impose une présence forte avec un jeu d'une grande justesse. Elle incarne une femme qui tente d'être un point d'ancrage pour son mari, mais qui finit elle aussi par être broyée par le système. J'ai trouvé que son regard en disait souvent plus que ses mots. On sent son amour, son espoir, puis sa désillusion progressive, simplement à travers l'évolution de son expression. Son rôle apporte une profondeur émotionnelle essentielle au film, et Felicity Jones l'interprète avec une grande élégance sans jamais tomber dans le mélodrame. Dans le rôle d'Harrison Lee Van Buren, Guy Pearce est tout simplement glaçant. Son personnage, un mécène charismatique et influent, oscille en permanence entre bienveillance apparente et manipulation insidieuse. J'ai adoré sa capacité à instaurer une tension permanente. Dès qu'il est à l'écran, on sent qu'il détient le pouvoir et qu'il n'hésitera pas à en abuser. Son regard, son sourire légèrement en coin, son ton faussement amical cachent une domination froide et calculée. C'est un personnage fascinant, à la fois séducteur et terrifiant, et Guy Pearce le joue avec une subtilité remarquable. Son rôle est crucial pour le film et il lui donne une dimension presque mythologique, incarnant la face sombre du capitalisme et du pouvoir. Dès les premières notes, la musique de Daniel Blumberg m'a happé. Elle ne se contente pas d'accompagner le film, elle habite, le façonne et lui donne une âme. Ce qui m'a marqué, c'est sa construction obsessionnelle. Blumberg utilise 4 notes centrales qu'il décline et transforme tout au long du film. Ce leitmotiv musical agit comme un écho lancinant du destin de Laszlo Toth. Une mélodie qui grandit, s'étire, se distord à l'image du personnage, coincé entre son passé et un avenir incertain. J'ai trouvé que la musique respirait avec le film, créant une atmosphère à la fois oppressante et immersive. Blumberg joue avec des sonorités brutes et viscérales, où chaque instrument semble peser son propre poids dans l'espace sonore. Les cordes sont tendues, presque grinçantes, comme si elles reflétaient les tensions internes du protagoniste. J'ai aussi remarqué une approche quasi industrielle dans certaines compositions, renforçant le rapport entre l'architecture brutale et l'état mental du personnage. La musique ne cherche pas à être belle, elle cherche à exprimer une oppression, une fatalité, un étouffement progressif. Ce qui m'a frappé, c'est que la musique n'est jamais là pour apaiser, elle agit comme un compte à rebours, ajoutant une tension sous-jacente permanente. À mesure que le film avance, les variations des 4 notes deviennent plus lourdes, plus désespérées, jusqu'à atteindre une forme d'apogée tragique. The Brutalist est une œuvre ambitieuse, oppressante et magistralement interprétée entre une mise en scène rigoureuse, un casting habité et une bande-son obsédante. Le film marque par sa puissance visuelle et émotionnelle. Malgré quelques excès dans sa symbolique, il offre une réflexion fascinante sur l'exil, le pouvoir et le désenchantement du rêve américain, un film exigeant mais inoubliable. Si cette critique vous a plu, likez, commentez et partagez la vidéo et bien sûr abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle critique. Salut!